Voilà, bienvenue à un Café à la Rotonde, nouvel épisode avec nouvel invité que vous découvrez à mes côtés, tout sourire. C'est l'occasion en tous les cas d'en profiter aujourd'hui. Il était à mes côtés, Didier Marazani, qui est le président du club du country d'Aix-en-Provence. Et nous allons évoquer avec lui tout son savoir-faire. On va évoquer avec lui son passé d'Aixois, mais aussi son avenir, parce qu'on va parler d'un très joli tournoi. Vous allez le découvrir. Merci de me recevoir, Fred. C'est toujours un plaisir que de te rencontrer, tu le sais. Hein, et on se connaît depuis suffisamment longtemps pour... Ça fait quelques années maintenant. Hein. On va pas dire le nombre d'années, mais ça commence au moins par un 4. Ça commence par un 4, ça commence par des souvenirs, par de belles soirées, par des rencontres. Des souvenirs aixois de très longue date dans différents endroits très courus à notre époque et encore courus aujourd'hui d'ailleurs. Surtout samedi soir prochain, donc je te donne rendez-vous, on en parlera après. Écoute, moi j'ai fêté mes 60 ans samedi dernier, donc écoute. Donc voilà, alors, dans les mêmes endroits. Tu es tout jeune, tu es comme moi. Alors voilà. Didier, aujourd'hui ici à un Café à la Rotonde, c'est l'occasion de te recevoir pour parler de toi. Donc on s'aperçoit que tu n'es pas en fait né à Aix-en-Provence. Non, moi je suis né il y a quelques kilomètres d'ici, à Bastia. À Bastia. Ouais. À Bastia, il y a quelques années de ça, oui, effectivement. Et moi, je suis originaire d'un petit village de Castaniche qui s'appelle Pietra di Verde. Et je suis allé au village à 4 jours. Mes parents ont signé une décharge pour me faire monter au village tout de suite. Ils ne voulaient pas que je reste à Bastia et j'ai vécu au village. Je suis même allé à l'école au village parce qu'il y avait une seule classe qui allait de la maternelle au CM2. Et j'ai commencé au village. Le corse, c'est ma langue maternelle. Et tu es arrivé en 1973 ici à Aix-en-Provence. Oui, tout à fait, en août 73. Et donc là, tu étais dans quel établissement toi? Alors je suis arrivé déjà, j'avais l'accent parce que... voilà, ce que j'allais te dire, tu n'as pas l'accent. Mais non, je l'ai plus, ça fait quand même un petit moment. Tu veux que je le prenne? Parce que moi je peux le prendre. Non, je ne suis pas corse. Non, alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que dès que je mets le pied en Corse, tu reprends l'accent. Mais instantanément. C'est fou. Hein. Et j'arrive au village, je parle corse, je parle plus français, donc... je parle plus français. Ça, j'exagère un petit peu, je force le trait. Et oui, voilà, je suis arrivé en 73 et à l'époque, j'étais à l'école primaire, à l'école de l'Arc de Méran, qui était en préfabriqué, à côté du CES Arc de Méran. Donc j'ai fait cette école préfabriquée, qui ensuite a été remplacée par l'école Marcel Pagnol, où sont allées mes filles d'ailleurs. Et oui. Et ensuite, CES Arc de Méran, lycée Zola, je suis resté dans le même périmètre. Et le BTS? BTS à Marseille, oui, tout à fait. Après, je suis revenu, je me suis inscrit à la fac en MSTCE, maîtrise de sciences et techniques de commerce extérieur. Et ça n'a pas été extrêmement concluant parce que j'ai commencé à sortir un petit peu dans des endroits en haut du cours Mirabeau. Par exemple. Voilà. Et du coup, voilà. Écoute, est-ce que tu as été sportif, toi, jeune? Alors moi, j'ai touché à beaucoup de choses, oui. Surtout des sports de combat. J'ai fait, comme tout le monde, j'étais chez Monsieur Flon, là, à la Rotonde. Alors c'était à la Rotonde, mais il y avait aussi dans la petite rue derrière. Là. Non, moi j'étais chez Flon. Après j'ai fait du karaté du côté du bois de la République. Après, quand je suis allé à Marseille, j'ai fait du full contact en compétition. Ah oui. Ouais, en junior. Ouais. Ah ouais, tu es monté jusqu'à... Alors ça, j'ignorais, tu vois. J'étais chez Eric Roméas, qui a une école à Marseille qui est très connue, qui organise des K1, enfin des combats internationaux. Lui non, il n'est pas K1. Donc c'était la boxe américaine, full contact. Ah. Voilà. D'accord. Ensuite, j'ai fait l'armée, comme beaucoup de jeunes de ma génération. J'ai fait C'est ça, nous, on n'était pas au même endroit, mais ceci dit, tu as fait l'armée. Ah ouais, j'ai fait... Et en plus, tu as fait officier de réserve, donc tu es parti à Évreux, toi. Oui, alors moi j'ai commencé à Salon de Provence, où j'ai fait les pré-OR à Salon de Provence. Ensuite, je suis parti à Évreux, où j'ai fait les EOR. Je suis parti d'Évreux, comme j'étais pas trop mal classé. J'ai réussi à avoir mon affectation en 1000. Donc j'étais chef du GRI, groupe de renfort et d'intervention. Alors c'est là où je t'ai recroisé parce que moi j'étais aussi dans la 8406. Ah ben voilà, moi j'étais basé sur la base militaire des 1000. 8804, tout à fait. Mais j'étais chauffeur de la femme générale, moi, excuse-moi. Donc j'étais en civil et je voyais très peu la base. Moi je montais la garde. Il m'avait gardé du côté du Pigodet, moi, il me faisait manger déjà. Je
je comprends. Et j'ai été bizuté le jour de mon arrivée d'ailleurs, avec 2 très beaux Malinois qui se sont jetés sur moi. Bon, bien sûr, en toute amitié, bien entendu. Voilà, donc on sait un peu plus qui tu es. Et c'est vrai que donc, tu es resté à Aix et tu es devenu un Aixois à part entière. Tu as monté un établissement également dans la restauration. Oui, alors de 93 à 98, j'ai ouvert le restaurant du 7 Ors, route de Berre, qui faisait partie du 7 Club, mais c'était une entité à part. Et j'ai exploité ça avec un associé pendant presque 5 ans. Oui, et puis après ça a été Fred Rivet. Fred Rivet qui a racheté avec Jean-Pierre Sens, qui était son associé de l'époque. Qu'on salue Fred si tu nous entends aussi, puisque Salut, c'était la Fred. voix de la radio 5/5 à l'époque. C'est ça, au rétro. Là aussi avec une très très belle voix. Bonjour, bienvenue avec Fred Rivet. Légèrement rocailleuse. Voilà, Fred qu'on salue. Tu as été donc, après, tu es rentré de suite dans le vif du sujet en devenant un président très heureux parce que tu as repris la présidence du Country. Alors parallèlement à mon activité professionnelle de l'époque, parce que quand j'ai ouvert le 7 Ors, j'ai pris un congé sans solde d'Air France. Eh oui. Parce que j'étais déjà à Air France. J'étais déjà PNC Air France, donc j'ai pris un congé sans solde et effectivement, après j'ai vendu le restaurant, je suis reparti à Air France et je me suis inscrit au Country avec mon épouse et comme j'avais du temps et de l'envie, je me suis investi un petit peu dans le club. J'ai fait partie du comité directeur, après alors, du bureau chef de cabine, restaurateur, steward, déjà une vie bien remplie jusqu'en 2011 déjà. Je suis particulièrement actif en fait. Ouais, je vois ça, ouais, voilà, c'est bien. J'aime beaucoup avoir plusieurs activités, plusieurs cordes à mon arc. Alors, le Country était déjà connu parce que c'était une institution, hein, c'était un club qui avait été dans l'histoire d'Aix avec la Raquette d'Or notamment, c'était un tournoi... Alors, M. Max Guérin a fondé le Country en 1962 et ça a été le premier de... C'était un visionnaire. C'était un visionnaire. On peut le dire, c'était un visionnaire. Et il a mis en place un tournoi qui s'appelait la Raquette d'Or et qui a réuni et qui a permis aux meilleurs alors là, des années 70 et 80, des meilleurs des meilleurs. On a eu tous les meilleurs. Une flopée de grands joueurs de tennis. Ah, oui. Nastase. Oui. Oh, mais Nastas, Villas, Borg, McEnroe, Noah, bien sûr tous les Français, hein, que ce soit Henri Lecomte, que ce soit Forget, enfin, pardon pour ceux que j'oublie. Hein, non mais c'est vrai, ça a été une histoire fantastique pour Aix-en-Provence déjà. Et le prix était une véritable raquette en or, bon pas une grande, hein, mais une petite raquette tout en or, et ça a été un précurseur dans l'ère Open. Ah oui. Pour vraiment, ça a été quelque chose de... C'était un des tournois les plus cotés à l'époque, hors bien sûr Grand Chelem, etc. Parce qu'il faut savoir que les ATP 250 et 500 n'existaient pas forcément. Et ça réunissait tous les ans la crème de la crème de... Et puis à l'époque, le tennis français rivalisait avec un sacré Borg qui jouait fond de cours et qui avait une raquette avec un tamis. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet, pas sur Borg, mais sur Elie Nastase contre Guillermo Villas. Elie Nastase avait ce qu'on appelait la raquette spaghetti, qui était une raquette qui était tendue à peine à 15 kg et dont tous les cordages étaient doublés et qui permettait, en frappant à peine, d'avoir des rebonds gigantesques. Quand je dis gigantesques, c'était, ça montait à des mètres et des mètres, à tel point que Villas, contre Nastase, a abandonné. D'accord. Parce qu'il a dit que c'était injouable. Et c'est suite à ça, suite à cet événement, que la raquette spaghetti a été interdite en compétition. Alors sache une chose que je ne sais pas si tu le sais, mais moi j'ai un CAP cordeur. D'accord. Ah ben je ne savais pas. Écoute, on en apprend tous les jours. Ah ouais, j'ai un CAP cordeur. Même mon fils est étonné derrière la caméra. C'est vrai que je l'ai jamais crié sur les toits, mais je cordais des raquettes de tennis avec une pression, avec les boyaux. Oui, mais c'est ça. Ouais. Voilà, bon, les boyaux, il n'y en a plus trop maintenant. C'est fini. Mais à l'époque, c'était voilà, on parle d'une époque qui est révolue. On parle d'un temps que les moins de 20 ans, n'est-ce pas? C'est exactement ça. On est d'accord. Mais c'est vrai que donc je te comprends bien et c'est vrai que ce tournoi avait été fabuleux. Et moi, à l'époque, j'étais à Vacances de Sport et Sportman, donc on voyait beaucoup de sportifs et de tennisman venir se servir chez nous. Tout à fait. Donc, pour te parler donc, de ta présidence, tu es devenu donc, un président actif parce que tu as entamé de grandes transformations
au sein de ce club. Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'améliorations. Ben, j'espère que c'est l'héritage que je vais laisser. Ben, je n'ai pas encore envie de partir. Néanmoins, c'est vraiment un héritage que je veux. Moi, je me définis souvent comme un petit bâtisseur. J'aime bien faire, j'aime bien construire, j'aime bien améliorer. Donc effectivement, Philippe Roux, qui était le président en 2011, m'a fait confiance, m'a proposé la présidence et que j'ai pas tout de suite accepté parce que c'est quand même un gros challenge. Mais en plus, j'avais une autre vie professionnelle à côté qui était quand même très prenante, plus les enfants, mes filles petites, donc c'était quand même beaucoup de travail en plus. Mais j'étais mordu et j'ai attrapé le virus. Et donc tu as joué un peu au tennis aussi? Alors à mon niveau, on ne dit pas jouer, on va dire courir après une balle en faisant ce qu'on peut. Voilà. Bon. Jouer, c'est très prétentieux de... Je pense que c'est très clair. Voilà. Donc heureusement, je pense qu'on m'a élu président non pas sur mes qualités tennistiques, mais sur d'autres qualités que j'espère avoir et continuer à mettre au service de mon club de cœur. Le country, c'est mon club, même si j'ai été au 7 Club pendant très longtemps, que je salue d'ailleurs. Mais le country, maintenant, c'est mon club de cœur et c'est mon club, quoi. Ouais, voilà. Et puis tu n'es pas seul parce que dans cette aventure, tu es aussi dans une équipe qui est Ah non, mais le tennis est un sport individuel, mais un club, ça se gère en équipe. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui sont très très motivées, très engagées et dans un esprit vraiment positif pour faire avancer le club et pour faire en sorte que le country rayonne de plus en plus au niveau régional, enfin au niveau de la ville déjà, mais au niveau régional, voire national. Voilà. Alors justement, puisque le country existe depuis longtemps, on le connaît sous ses aspects qui a été connu par la raquette d'or. On le connaît aujourd'hui par un nouveau tournoi, on va y revenir. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi pour dire que le country, c'est beaucoup de licenciés, c'est beaucoup de... Oui, on a 850 licenciés. Avec des activités diverses et variées, parce que ça va du squash au paddle. En fait, on a les 3 sports de raquettes principaux, on va dire, à savoir le tennis, bien entendu, qui est notre cœur d'activité, le paddle, le squash. On réfléchit là à une nouvelle... Écoute, voilà le café. Ah, les cafés sont là. Le DK qui est là. Merci monsieur. Merci monsieur. Un café à la rotonde, vous le voyez, c'est maintenant que ça se passe avec voilà. Didier Marazani. Le café à la rotonde, ce n'est pas galvaudé, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Merci. Et donc, oui. Oui, et donc nous réfléchissons maintenant à l'arrivée du pickleball. D'accord. Qui est un sport qui est en train de révolutionner un peu. Qui révolutionne, enfin, qui est extrêmement bien implanté aux États-Unis notamment. Et qui, je pense, va percer également en France. Donc on réfléchit, nous, de notre côté, bien entendu, à se mettre au diapason, comme nous l'avons fait pour le paddle d'ailleurs. Oui. Nous, le paddle existe depuis 13 ans et j'ai tenu à ce que le paddle soit sur le site, malgré le fait que potentiellement ça pouvait aspirer, entre guillemets, des joueurs de tennis vers le paddle, donc avoir moins de licenciés au tennis, et ça n'a pas du tout été le cas. Le pickleball, pour faire une petite description, une petite présentation, ça se joue sur un terrain qui est 2 fois plus petit qu'un court de tennis. Ça se joue à 4, avec des raquettes qui ressemblent un petit peu à des raquettes de Jokari, ça parlera aux anciens. C'est une raquette qui ressemble un petit peu à une raquette de padel, enfin bon. Et une balle qui est percée de trous. Donc c'est extrêmement ludique. Ça s'adresse vraiment à une clientèle qui ne peut plus forcément avoir l'intensité que l'on demande, surtout au tennis, voire au paddle. Mais ça permet vraiment de jouer et en famille. Oui, c'est beaucoup plus convivial et plus... C'est beaucoup plus facile. Plus facile. Pour s'amuser au tennis, il faut quand même avoir une certaine technique, une certaine condition physique. Là, au pickleball, on peut s'amuser dès les premières minutes pratiquement si on arrive à ne serait-ce que rattraper la balle. C'est vraiment l'essentiel. Alors, je parlais des événements qui vont se passer dans le futur. C'est vrai qu'il y a un tournoi magistral qui arrive avec donc Arnaud Clément qui fait partie de cette... Historiquement, de cette histoire. Historiquement, c'est grâce à... Alors, on s'est réunis un jour avec un monsieur qui s'appelle Bernard Fritz, qui est extrêmement connu dans le monde du tennis. Tout à fait. Et Marc Verpeau, qui était le directeur du country à l'époque.
Et Bernard nous a dit, oui, il fallait qu'on refasse un tournoi. Il fallait redonner de l'élan. Il fallait redonner de l'élan et puis l'ADN d'un club comme nous, le country, qui sommes aussi portés sur la compétition, pas que, mais qui sommes portés sur la compétition, faire un tournoi de renommée internationale, vraiment ça manquait. Et la graine a été plantée, elle a commencé à germer, et ensuite avec Arnaud Clément, qui à l'époque était capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Oui, ça c'est en 2013. Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est en 2013. 2013. Grâce à l'intervention d'Arnaud, l'Open est né. Alors, il faut dire que Open. Arnaud Clément, qu'on salue d'ailleurs et que j'espère avoir prochainement. Ouais, j'espère, on va tout faire pour. Est un enfant du cru parce qu'il est exo lui aussi. Il est texois. Il a commencé le tennis au country. Au country, tout jeune. D'ailleurs, il y a un cours qui s'appelle le cours Arnaud Clément. C'est là où il a tapé ses premières balles avec Marc Verpoux notamment. Oui. Et voilà, on peut dire que sa carrière tennistique est née au country. Oui, c'est son ADN. Donc du coup, Arnaud Clément a donné cette impulsion. Il a performé avec l'équipe de France. À Wimbledon, c'est un capitaine qui a été plein de succès. Hein. Il a fait monter. Il a été top 10. Il a fait la finale d'Australie contre André Agassi. Il a gagné Wimbledon en double avec Mikael Yodra. Et puis après, juste après 2013, il y a eu quelques changements dans la stratégie de l'équipe de France. Et donc c'est vrai que Arnaud s'est retrouvé ici dans son club de prédilection. Et c'est tout simplement qu'il a recréé ce tournoi en fait. Voilà, qui est parti de manière assez humble. Hein. On a commencé petit pour construire vraiment des fondations extrêmement solides. Et l'engouement aussi bien du public que des joueurs, parce que ce sont les joueurs qui font les tournois, hein, il faut bien se dire ça. C'est-à-dire que à la fin de chaque tournoi, les joueurs reçoivent des questionnaires à remplir, donc les arbitres, les joueurs, les responsables de l'ATP. Et donc nous nous sommes retrouvés à être bien notés par tout ce beau monde. Et ça a permis, petit à petit, de monter en gamme, jusqu'à ce qu'on arrive à être un des 5 tournois mondiaux qui sont donc des challengers, 175 000 $. Et puis ça a vu passer là aussi des joueurs prestigieux, Andy Murray. Andy Murray était vainqueur, oui, tout à fait. Stan Wawrinka, Monfils. Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga, ils sont tous venus. Gasquet, oui, Paul-Henri Mathieu. Oui, avec une ambiance, je dois te dire, moi j'ai beaucoup apprécié parce que j'étais présent et j'ai adoré cette ambiance. C'est vrai que c'est convivial. La terre battue, c'est magique. Oui. Déjà, c'est en extérieur, il fait souvent beau, même si on a eu quelques épisodes pluvieuse mais très rares. On a quand même eu de la grêle. Je me souviens j'essaie de rester positif. D'une présentation du tournoi et à l'époque il y avait Maryse Joassin qui était là et pendant son discours et juste après le mien, mais un orage de grêle, mais 20 cm de grêlon sur le cours. C'était apocalyptique, mais le lendemain on a pu jouer. Parce que ce qui est important de savoir également, c'est que le tournoi rapporte 175 points au vainqueur. C'est-à-dire à peine moins qu'un ATP 250 comme pouvait l'être l'Open 13. Ce qui veut dire qu'un joueur qui prend des points peut potentiellement changer de tableau et ne pas tomber sur une tête de série tout de suite. Donc de passer 1 voire 2 tours à Roland. Donc ça donne un peu plus de... C'est énorme. Donc c'est pour ça que les joueurs aujourd'hui frappent à la porte de manière parfois assez insistante. Mais c'est bien, et en plus ça nous donne l'occasion de voir des parkings se rallonger, se rajouter. C'est vrai que ça a été... N'en parlons pas. N'en parlons pas des parkings. C'est vrai que ça a été là aussi une éclosion incroyable que de mais d'ailleurs je tiens à remercier la municipalité qui fait en sorte de faire des sens de circulation pour nous permettre d'accueillir le plus grand nombre de spectateurs, pour le plus grand plaisir de tous les Aixois, hein, parce que c'est quand même un événement majeur pour la ville, je pense, et pour la région. Donc je suis très très fier de faire partie de cette aventure. Vraiment, oui, c'est vrai vraiment. Il y a un engouement incroyable pour ce tournoi, avec un monde incroyable, une effervescence géniale. Franchement, moi, j'ai été épaté. Moi qui ne suis pas quand même un joueur de tennis, tu peux le remarquer, parce que moi le sport,
m'a contourné pendant quelques années. C'est vrai que là, aujourd'hui, je me retrouve propulsé avec des sportifs que j'adore, hein, parce que j'adore cette ambiance. Et c'est vrai que je devais te féliciter parce que c'est vrai que c'est super bien organisé. Après, moi, je ne suis que l'autre. Il y a une équipe. C'est les organisateurs. Moi, très, très humblement, hein, je dois reconnaître que je suis hôte, je donne mon avis, je fais en sorte que tout se passe au mieux, mais les vrais organisateurs c'est une structure à part. Il faut dire qu'il y a des soirées, il y a aussi des présentations, des partenaires, bien sûr. Il faut en parler des partenaires. Sans les partenaires, nous n'existerions pas. Il faut remettre les choses. Sans la région, la ville, le département, les partenaires privés, ce tournoi n'existerait pas. Comme tous les tournois d'ailleurs. Hein, c'est comme ça que ça marche aussi. Mais moi, ce que j'aime particulièrement dans cette Open, c'est qu'il y a une proximité avec les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs traversent la foule pour pouvoir accéder aux cours. Il y a ce côté presque familial, convivial, qui fait en sorte que... on peut les interpeller assez facilement. Mais très facilement. Il y a une proximité incroyable, et c'est vrai donc, que ça, c'est chaud. C'est vraiment le plus. C'est l'âme. Le plus, c'est l'âme, effectivement. Voilà, je cherchais le mot, mais tu l'as trouvé avant moi. Et c'est l'âme de ce tournoi. Alors, quelles vont être les nouveautés de ce tournoi? Est-ce que tu as des petites surprises qui vont se peaufiner? Ou est-ce que vous êtes resté vraiment sur le modèle qui a marché comme l'année dernière? On consolide dans un premier temps ce qui a été fait l'année dernière. Parce que du fait de la montée en gamme du tournoi, les exigences de l'ATP sont montées aussi. Elles sont montées de manière exponentielle, de manière très coûteuse aussi, il faut le dire. Hein. On a dû agrandir nos cours annexes d'une 40aine de centimètres. Donc on a dû tout casser, tout refaire. Parce qu'il manquait 40 cm, ou 30 à peu près, peu importe. Il a tout de même fallu agrandir les cours, donc il a fallu refaire tous les cours, les tribunes, les grillages, etc. Donc ça, l'accueil des joueurs, le Players Lounge. Tout est fait là. Là, on est parfait. Parce que la concurrence est très rude et on doit se maintenir au top niveau pour pouvoir garder les dates. Parce que ça peut changer d'une année sur l'autre. Donc on est très très attentif à ce genre de problématiques et on ne laisse rien au hasard. Alors je voudrais aborder aussi un sujet. Est-ce qu'il y a des futures graines de champions qui sont en train de pousser au country? Puisqu'on a eu un Arnaud Clément, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce qu'il y a des joueurs qui pointent leur nez? Oui, aujourd'hui on a 2-3 pépites. 2-3 pépites au club. Alors, je te le demande parce qu'on n'en parle jamais. Hein. Moi, j'ai jamais. Non, mais ce sont des jeunes qui ont entre 12 et 15 ans. Donc ils ne sont pas encore éclos. Non, mais on sent déjà la puissance et le potentiel. Mais ce potentiel, il faut savoir que le tennis est un sport d'une ingratitude extrême. C'est-à-dire qu'il faut avoir la technique, le physique, le mental, ne pas se blesser, avoir l'envie. Il faut réunir tout ça et que tout ça dure. Et du charisme, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai le charisme, ça peut s'obtenir avec le temps. Je me souviens, moi, d'un Federer avec sa queue de cheval qui cassait les raquettes. De McEnroe qui criait, qui s'engueulait. Mais là, McEnroe était déjà connu quand il faisait ça. Mais là, quand je parle de Federer, il n'était pas encore connu. Mais son charisme est venu ensuite du fait de s'être posé, d'avoir réfléchi, d'avoir mûri, voilà, tout simplement. Donc l'ingratitude du tennis, c'est terrible. On est seul face à soi-même, on gagne seul, mais on perd seul. Et quand on perd et quand on fait une balle facile, il n'y a pas de balle facile, hein, mais quand on fait une balle facile et qu'on la rate et qu'on entend le public faire « Oh !» Là, c'est une chape de plomb qui tombe sur les épaules, il faut être vraiment très très fort dans sa tête. Donc j'espère de tout cœur que les pépites que nous avons au club écloront un jour. Mais l'essentiel, il faut se rappeler d'une chose, hein, c'est qu'on joue au tennis, on joue. C'est un jeu. C'est un jeu. Voilà. Si on perd cette magie du jeu, si on perd cette magie, cette envie de jouer pour se faire plaisir, ce jour-là, on passe... Pour moi, hein, c'est une analyse extrêmement personnelle. Pour tous les sports, hein. Si on perd l'envie, si on perd c'est ce qu'a fait Agassi, il avait perdu l'envie, il ne jouait plus, il ne s'amusait plus. Voilà. Donc pour moi, vraiment, la substantifique moelle de tous les sports, quels qu'ils soient,
c'est vraiment de prendre du plaisir à faire ce que l'on fait. Voilà. Alors là, on a parlé des jeunes. Je voulais aussi qu'on évoque peut-être un tournoi de femmes. Tu as évoqué le fait qu'on remette un peu ces dames à l'honneur, ce qui serait d'ailleurs une très bonne chose. Alors moi, j'ai à cœur de faire en sorte qu'il y ait une parité au club, aussi bien au niveau des enseignants et des enseignantes qu'au niveau des joueurs-joueuses et bien sûr au niveau des tournois. J'ai interpellé il y a quelques années Gilles Moreton, le président de la Fédération française, en lui disant « mais moi je cherche des enseignantes féminines ». Et Gilles m'a dit « mais le problème c'est qu'on on a du mal. On a du mal, il n'y en a pas, ou très peu. Et donc si je n'arrive pas à faire ça, bien, un tournoi féminin, nous en avons eu un qui a été organisé il y a 3 ans au mois de septembre, qui a été un franc succès. Malheureusement, j'ai envie de dire, l'aura du tennis féminin n'est pas encore au niveau de l'aura du tennis masculin. Mais on va tout faire pour que nos dames puissent briller aussi sur la terre battue du country. Voilà. Écoute, c'est une bonne nouvelle, ça nous donnerait du baume au cœur. N'est-ce pas ? J'espère que je vais pouvoir également avoir à échanger quelques balles avec Arnaud Clément sur son terrain bientôt, parce que je voudrais bien prendre un café sur le cours avec lui, mais sur le cours avec un thé. Le cours avec un thé à la fin, ouais, pas sur le cours Mirabeau. Pas sur le cours Mirabeau et pas ici à la Rotonde, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'avoir parce que c'est une figure aixoise qui est omniprésente. Incontournable. On l'a vu aujourd'hui sur les réseaux se manifester, et c'est vrai que ça fait partie des joueurs précieux. Des talents aixois qui se sont toujours exprimés, qui sont toujours restés fidèles à Aix. Et c'est vrai que ça, c'est une qualité. Mais Arnaud est un homme de valeur et qui a des valeurs et qui sait les mettre en avant, pas pour se mettre en avant, mais juste parce qu'il est comme ça. C'est quelqu'un d'honnête, de droit, avec qui je m'entends extrêmement bien. Même si parfois on n'est pas d'accord sur tout, mais bon, ça fait partie de. Mais c'est ce qui fait avancer les choses. Hein, donc, tout à fait. Mais non, Arnaud est un aixois de cœur, de naissance, et voilà, moi je prends énormément de plaisir à travailler avec lui tout au long de l'année. Alors Arnaud, on te salue, on salue Nolwenn également, qui sera de la partie de Marin qui s'entraîne. Marin qui s'entraîne, ce jeune garçon qui est prometteur. Voilà. J'ai eu des échos quand même, hein, je me suis renseigné. La pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Écoute, alors le country, c'est aussi une structure d'accueil avec 2 restaurations qui sont présentes. Alors il y a un restaurant d'été et un restaurant d'hiver, hein, 2 piscines, une piscine semi-olympique de 25 mètres de long, dans laquelle on peut s'entraîner pour préparer un triathlon, pour garder un physique de rêve, et aussi pour profiter du soleil, bien entendu, et de l'accueil que l'on réserve. Mais effectivement, comme tu le disais, le country n'est pas uniquement un club de tennis, hein, parce que nous avons du paddle, du squash, bientôt du pickleball, je pense, mais également du fitness. Un centre de kinésithérapie ostéo, tout à fait. Une salle de Krav Maga et de coaching pied-point, MMA, etc. Nous avons également du multi-kids, c'est-à-dire des stages pour les enfants de 4 ans jusqu'à l'adolescence, et qui fonctionne très très bien et qui est très très bien géré, très bien organisé. Nous avons un mini-tennis, où nous accueillons les enfants à partir de 4 ans, une école de tennis. Alors l'école, c'est l'académie ? Non, pas encore. Pas encore. Ah non, en fait, là, on est toujours dans la... Là, on fait step by step, c'est-à-dire que l'école de tennis permet aux enfants de découvrir, le mini-tennis, l'école de tennis permet de se perfectionner. Une fois les meilleurs de l'école de tennis intègrent notre école de compétition. D'accord. Et l'école de compétition, les meilleurs de l'école de compétition peuvent intégrer, s'ils le désirent, l'académie, la Country Cadar Academy au club. Donc en fait, nous avons pour la compétition vraiment un éventail qui va de 4 à une vingtaine d'années pour la compète et pour l'académie. Mais bien sûr, je crois que notre joueur le plus ancien a 87 ans. Donc
Oui. On a vraiment, c'est Tintin, c'était de 7 à 77, nous c'est de 4 à 87. Donc on est encore mieux que Tintin et Milou. Alors là aussi, tu es dans la durée des choses parce que tu as créé une autre activité en plus de cette activité que tu mènes au country de président. Tu t'es lancé dans une activité qui est du soin à la personne. Voilà, moi je me suis lancé dans la cryolipolyse. Alors, j'ai été client. redis-le fort parce que ça. Cryolipolyse. Voilà, c'est cryo, c'est important. donc c'est le froid, lipo, le gras, et lyse, destruction. Voilà, alors je me suis aperçu que tu pouvais rien pour moi parce que c'est une catastrophe, ça me demanderait trop d'injections. Il n'est jamais trop tard. Non, ce ne sont pas des injections, surtout pas. Non. Voilà. Tu vois, il faut préciser les Disons choses. Parce que que l'ignorance fait que. Disons que les médecins se sont aperçus dans les années 70 qu'il y avait une corrélation entre le froid à une certaine température et à un certain temps d'exposition et la destruction des adipocytes, qui sont les cellules graisseuses. Donc le froid, disais-je, avec un certain temps d'exposition à une certaine température, entraînait une cristallisation cellulaire qui entraîne l'apoptose, la mort programmée de la cellule, et les cellules qui sont mortes sont ensuite évacuées par les macrophages, qui sont des globules blancs du système immunitaire qui viennent enlever, et donc ça détruit les amas graisseux localisés. Et tu l'as testé sur toi? En fait, à la base, je suis un client, parce que j'avais pris quelques petites rondeurs au niveau des poignées d'amour. Ça, c'est jamais vu chez toi. Mais moi, je le voyais et ça me suffisait. Et donc, j'étais client, je suis allé en faire, et quand j'ai vu les résultats sur moi, je me suis dit, mais là, je peux rendre heureux beaucoup de gens. Et il n'existe pas encore l'aspirateur pour les personnes comme moi? Ça s'appelle la liposuction, mais bon, ça veut dire qu'il y a une anesthésie générale, ça veut dire qu'il y a des risques opératoires, ça veut dire qu'il y a... On va laisser tomber. Voilà. Donc moi, c'est vraiment une alternative à la liposuction. Voilà. Écoute, je suis ravi qu'on ait évoqué tous ces sujets ensemble parce que ça a été un parcours incroyable parce que effectivement le country pour moi elle représente une belle entité, un bel endroit. C'est une entité, ça fait partie des piliers sportifs aixois. Tout à fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, depuis 60 ans, en dehors de l'Open qu'on connaît maintenant, l'Open dure une semaine, L'Open dure une semaine, mais alors, le country... D'ailleurs, les dates de l'Open, c'est du 27... cette année, du 27 avril au 3 mai. Au 3 mai, tout à fait. Et on sera présent, bien évidemment. J'y compte bien. Alors d'ailleurs, pour toi, ça évoque quoi la tchatch? Parce que, bon, moi je suis un tchatcheur, tu le sais. La tchatch, c'est un mot que j'ai découvert en arrivant sur le continent, parce que moi, quand je suis arrivé de Corse, c'était un mot qu'on ne connaissait pas. Ouais. Nous, on disait un peu la magagne, voilà. Donc la tchatch, c'est un échange entre des personnes qui s'entendent bien et qui ont envie de faire monter un petit peu la mayonnaise, c'est-à-dire des échanges parfois un petit peu vifs, mais toujours dans la bonne humeur, toujours dans la bienveillance. Voilà, on se fait monter un petit peu voilà. La tchatch, c'est un Patrick Bosso, hein, voilà, c'est la tchatch, c'est un Eric Cantona, ce sont les personnes qui sont d'ici, quoi. C'est des personnages dont tu fais partie. Eh ben, c'est gentil. Dont tu fais partie. C'est gentil, mais je monte pas sur les scènes, moi. Non. Ne désespère pas. Non, mais peut-être. Tu sais, j'ai 260 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et je pense que tu as de belles ressources pour du one-man show. Alors écoutez, nous, ça nous a fait très plaisir de recevoir Didier ici à Un Café à la Rotonde. C'était un nouvel épisode que nous avons consacré intégralement au country sur Aix-en-Provence, où nous allons passer de bons moments. Le 27 au 3 mai, notez-le sur les tablettes. Mais il reste 51 autres semaines dans l'année où vous pouvez venir quand même nous voir. C'est pas faux. Il y a une piscine, on peut se retrouver pour des moments conviviaux en famille et avec les enfants également. Tout à fait. Donc n'hésitez pas de monter au country. Merci Didier d'avoir répondu présent. C'est moi qui te remercie Fred, vraiment merci beaucoup. Ce café est délicieux. Ah ben ça a été un plaisir ici. Et le partager avec toi, c'est encore mieux. Ah, c'est gentil ça. Voilà, en tous les cas, merci infiniment. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas de revenir vers nous, de regarder les prochains épisodes. Il y aura encore de nombreuses diffusions. J'ai hâte de les voir, je n'en rate aucun. Ah ben c'est gentil. Écoute, voilà, laissez vos commentaires et surtout restez fidèles à la tchatch et le média avec soi. Et on se revoit très prochainement ici, au Café à la Rotonde. Merci. Au revoir et encore merci. Bye bye. Merci à toi Fred. Merci Didier. Bravo monsieur, c'était super agréable. Ça va? Franchement, fluide. Ça passe, hein? Nickel. Je savais, hein? Ouais, non, mais moi je suis pas de... Mais tu sais quoi, tu vois, les peu de mots qu'on a échangés la dernière fois, cette richesse qu'il y a sur le country, c'est incroyable. Et encore, je n'ai pas dit le quart de ce que j'aurais pu dire. J'aurais pu parler du match Nadal contre... non mais en finale, Nadal perd le match contre Mariano Puerta. 2 ans après, c'est la même finale à Roland et Nadal gagne son premier Roland. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs. Tu vois, si je commence à me lancer là-dedans...
C'est impressionnant. Je peux écrire un livre dessus. Et tu vois, et moi, j'y connais rien en tennis, hein, je suis pas tennis. À part d'avoir cordé les raquettes que tu découvres, j'ai un CAP. Bah écoute, ça c'est Ça, c'est incroyable. c'est la prime sur le gâteau. Mais voilà, donc pour moi, le country, c'est exceptionnel, c'est un lieu magique.